L'Europe pactiserait-elle avec des dictatures? Serait-ce le prix à payer du moment que nos frontières sont bien gardées et que l'industrie de l'armement prospère? Quels sont les risques d'une telle politique? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité. Markus Bickel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été longtemps correspondant de guerre à Beyrouth et à Bagdad, correspondant du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine au Caire. Et depuis, vous êtes rédacteur en chef du journal d'Amnesty International à Berlin. Il y a quelques mois, vous avez publié une enquête sur les dessous du terrorisme. Vous y expliquez à qui profitent les conflits et comment l'Allemagne soutient des dictatures arabes. Monsieur Bickel, vous venez de le voir aussi dans ces documentaires. À la fin, cela a été abordé. Jusqu'à présent, un des critères décisifs de l'intervention occidentale étaient les droits de l'homme. Est-ce que c'est du passé désormais, quand on voit tout ce qui se passe en matière de politique migratoire et de vente d'armes? Il est tout à fait clair que les droits de l'homme ne sont plus la priorité. Ils n'étaient peut-être déjà pas au premier plan dans le passé, mais vos films ont bien montré que dans la pratique actuelle des Français, des Allemands, des Européens, les profits des entreprises d'armement et des entreprises de sécurité sont aujourd'hui beaucoup plus importants que les droits de l'homme. Le point de départ de ce changement des priorités, ce sont peut-être les attentats du 11 septembre 2001, qui ont déclenché la guerre contre le terrorisme, qui se poursuit aujourd'hui à travers le combat mené contre les réfugiés en Méditerranée, une guerre qui se déporte de plus en plus vers le sud, vers l'Afrique, aux dépens des populations de ces régions. Et les partenaires de l'Union européenne y sont des dictateurs, on le voit bien dans ces films. Et cela montre que les droits de l'homme ne comptent pas pour grand-chose, tant que les profits de l'industrie de l'armement sont au rendez-vous. C'est d'autant plus regrettable que l'Union européenne s'est vue attribuer il y a seulement quelques années le prix Nobel de la paix pour les valeurs qu'elle défendait, la démocratie, les droits de l'homme, des valeurs qu'elle foule aux pieds aujourd'hui par son attitude sur ses ventes d'armes. Et ça alors que la population, en France comme en Allemagne, n'est pas favorable à cette politique. Il y a des sondages qui ont été réalisés et qui montrent que 64% des Allemands sont opposés à des ventes d'armes à des pays tiers et les Français seraient opposés à 88% à des exportations d'armes dans des pays qui seraient susceptibles de les utiliser contre leur population civile. Alors, quelle est la menace pour notre démocratie quand l'État soutient des marchés contre la volonté de sa population, mais avec son argent ? C'est une évolution fâcheuse et dangereuse parce qu'elle revient à s'affranchir de la démocratie. Que ce soit en France ou en Allemagne, les décisions de vente d'armes ne sont pas prises par les parlements, mais par les gouvernements. Et dans les deux pays, les contrats d'armement concernent de plus en plus souvent des pays du Proche-Orient, des dictatures, des régimes autoritaires. Et les populations n'ont pas voix au chapitre. Donc ces décisions sont prises en toute opacité. Et le manque de transparence est toujours une attaque contre la démocratie, quelle qu'elle soit. C'est une menace pour la démocratie. Et c'est aussi une menace pour la sécurité au Proche-Orient. Quoi qu'en disent Angela Merkel et Emmanuel Macron, pour qui ces conflits et ces ventes d'armes visent à renforcer la sécurité dans la région. L'accumulation d'armement n'a jamais renforcé la sécurité et ce ne sera pas le cas non plus à l'avenir. Alors, parlons un peu du Proche-Orient. Vous venez de l'évoquer. La guerre au Yémen se poursuit. L'Arabie saoudite bombarde la population civile. C'est l'une des plus grandes catastrophes humanitaires que nous connaissons actuellement. Le nouveau gouvernement de coalition à Berlin avait annoncé récemment vouloir cesser immédiatement les exportations d'armes à des pays qui participent à la guerre au Yémen. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Les questions posées par les partis d'opposition montrent que le gouvernement n'a absolument pas changé de cap. On continue comme avant. Alors on découvre toujours avec 2 ou 3 mois de retard quels sont les contrats qui ont été approuvés par le Conseil fédéral de sécurité à Berlin. Et la nouvelle grande coalition n'a rien changé. L'Arabie saoudite continue d'acheter des biens d'armement, tout comme Abu Dhabi, les Émirats arabes unis, l'Égypte, qui font également partie de la coalition en guerre au Yémen. On n'a pas infléchi le cap en matière de vente d'armes. Tout simplement parce que les lobbyistes de l'industrie de l'armement s'y sont opposés. Et ils ont suffisamment d'alliés au Parlement et au gouvernement pour protéger leurs intérêts. Alors pourquoi le nouveau gouvernement allemand a-t-il pris la peine d'inscrire cela dans son contrat de coalition ? Prenez les sociodémocrates, le petit partenaire au sein de la grande coalition. Depuis un siècle, au fond, le SPD est divisé entre ceux qui mettent en avant la défense de l'emploi
et ceux qui privilégient la paix. Et dans le contrat de coalition, ceux qui l'ont emporté, en théorie, ce sont les sociodémocrates qui militent pour la paix. Mais au final, les vrais vainqueurs sont ceux qui disent que les emplois dans l'industrie de l'armement sont plus importants. Dans l'est de l'Allemagne, à Wolgast, on fabrique les navires patrouilleurs qui seront vendus à l'Arabie saoudite. Et la ministre-présidente social-démocrate du Land a eu gain de cause, en plaidant sur le fait que la paix c'est bien gentil, mais il y a là 300 emplois à la clé. Alors dans le contrat de coalition, on annonce bien des restrictions, mais on prévoit aussi des exceptions, en interdisant seulement les ventes d'armes aux pays directement impliqués dans le conflit. Nous allons y revenir à cette dimension économique. Mais tout d'abord, tournons-nous vers la France. La France a devancé l'Allemagne maintenant. Elle est le 3e pays exportateur d'armes dans le monde. Quelques chiffres. Les ventes d'armes françaises se sont chiffrées entre 2012 et 2016 à 7 milliards d'euros. Elles ont doublé en 5 ans. Les plus grands clients sont l'Inde, le Qatar et aussi l'Arabie saoudite. Mais même en France, il n'y a pas non plus de débat critique à ce sujet. Comment vous l'expliquez? Je crois que cela tient à la place de l'industrie de l'armement dans l'économie française. Et puis, l'armée dans l'esprit des Français, c'est une armée de tradition qui a combattu l'Allemagne nazie. Elle a une image très différente de ce que représente l'armée pour les Allemands. Et l'industrie de l'armement emploie beaucoup de monde en France. Elle représente 4% du produit intérieur brut du pays. Alors cela explique aussi que l'emploi est un argument auquel est plus sensible la population française. Et le secteur a continué de créer des emplois ces dernières années. Mais l'industrie de l'armement a-t-elle vraiment besoin d'un soutien de la part de l'État? Le secteur se porte plutôt pas mal, en fait. Un chiffre qui remonte à 2015 indique que le secteur de l'armement, à travers le monde, a engrangé 370 milliards de dollars. Et la tendance est à la hausse. Alors, la question qui se pose n'est pas plutôt est-ce que cela ne risque pas d'attiser les conflits au lieu de les régler tant qu'on peut gagner des sommes aussi colossales? Les entreprises du secteur de l'armement sont des va-t-en-guerre parce qu'elles ont évidemment intérêt à ce que les conflits durent. Et il suffit de regarder les statistiques pour constater que plus il y a d'acteurs dans un conflit, comme en Syrie par exemple, plus ce conflit s'éternise. En 2012, il y avait face à face les rebelles syriens et le régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, l'Iran est entré en scène, tout comme la France, les États-Unis, l'Arabie saoudite par milices interposées. Cela conduit à ce que les guerres durent plus longtemps, aux grandes dames des populations locales avant tout, mais pour le plus grand bonheur du secteur de l'armement qui n'a pas d'état d'âme. Et nous venons de voir à quel point l'externalisation des missions militaires crée des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de dire qu'on va réattribuer à l'armée des compétences clés au lieu de continuer à baisser les budgets? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus changer de stratégie? Dans vos films, on voit bien le désespoir de certains soldats qui disent « Nous, on voudrait bien s'en charger, mais on ne peut pas ». Pourquoi? Est-ce que c'est un système que les gouvernements n'arrivent plus à maîtriser? Je crois que les gouvernements ont effectivement perdu le contrôle. Cela s'inscrit dans cette tendance néolibérale qui veut que les pays renoncent à des pans entiers de leur souveraineté. Et les armées, conçues à l'origine pour protéger la sécurité des pays, tombent de plus en plus aux mains de groupes privés. Il faudrait que les États disent « Ça, c'est notre affaire, c'est nous qui nous en chargeons ». Mais tant que les gouvernements ne diront rien, les entreprises continueront de s'imposer dans le jeu. Il faut que la pression vienne de la base pour contraindre les gouvernements à agir et reprendre la main. Pour finir, j'aimerais que nous évoquions encore la question de cette décision récente, la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Si on la resitue dans le contexte de ce que nous venons de dire, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on livre des armes qui attisent les conflits au Proche et au Moyen-Orient, notamment entre l'Iran chiite et les monarchies du Golfe sunnites? Oui, le conflit va continuer de prendre de l'ampleur. La course aux armements est lancée depuis quelques années déjà. Cela représente des centaines de milliards de dollars. Et cette décision américaine est une énorme erreur. Alors qu'on était enfin parvenu à un accord par la voie diplomatique au bout de 10 ou 15 ans d'âpres négociations, cet accord est aujourd'hui caduc. Et cela va relancer la course aux armements. Et pour rattraper une telle erreur, je crains qu'il ne faille encore une bonne quinzaine d'années.
Mais ça fait bien l'affaire des États-Unis. Des États-Unis et de l'industrie européenne aussi. Merci Markus Bickel pour cet entretien. Cap Cap à présent sur un pays qui fait régulièrement l'actualité, car il est au cœur des crises que nous venons d'aborder, la Libye. Jusqu'en 2011, ce nom évoquait immédiatement Kadhafi. Aujourd'hui, il est synonyme de guerre civile, de chaos et de réfugiés et migrants en détresse. Les journalistes occidentaux n'osent presque plus s'y rendre. Alors, quelle perspective d'avenir pour la Libye? Ce sera le thème de la deuxième partie de cette soirée. Restez avec nous.